Avez-vous déjà eu peur de devenir fou? Sentir votre propre conscience vous échapper, jusqu'à en perdre totalement le contrôle, et rentrer dans un état de démence. J'ai peur de cette sensation, j'ai peur de ces voix qui m'entourent, j'ai peur de m'égarer dans ma propre tête. Imaginez maintenant un homme qui, toute sa vie, a lâché petit à petit les rênes de sa conscience jusqu'à en perdre complètement l'esprit. Pourtant, on se souvient de lui. Pourquoi? Sûrement parce que cette démence a conduit à des chefs-d'œuvre plus parlants encore que l'homme lui-même. Malgré ça, il n'a connu aucun succès durant sa vie. C'est peut-être parce que l'on se préoccupe des morts plutôt que des vivants, peut-être parce que l'on se rappelle des fous seulement quand ils ne sont plus un problème pour nous. Alors j'ai voulu me souvenir des troubles mentaux qui l'aliénaient. J'ai voulu me souvenir de sa vie. Et vous, comment vous voulez que l'on se souvienne de vous? Un parfait inconnu dont tout le monde se souvient. Ce serait la description parfaite de Vincent Van Gogh. Voici l'une des seules photos que l'on a de lui. Et pourtant, tout le monde connaît son visage. C'est grâce à ça. Évidemment que vous voulez savoir comment on en est arrivé à ce résultat. Et évidemment que je vais être obligé de vous dire que tout commence en 1853 aux Pays-Bas. Parce que notre histoire, elle parle de santé mentale. Et vous le savez si vous avez regardé mes autres vidéos, mais généralement les problèmes débutent dans l'enfance. Vincent n'est pas très proche de ses parents. Il s'isole, s'enferme dans une noirceur, chez lui, loin des bancs de l'école. Il existe deux raisons pour lesquelles un enfant s'isole. La méfiance envers les autres et la préférence pour la solitude. La méfiance sociale se caractérise par deux choses. Les enfants concernés sont déchirés par le désir d'aller vers les autres et l'anxiété que ça provoque chez eux. La solitude, quant à elle, est plutôt une préférence. Les enfants concernés n'ont pas peur d'entrer en relation avec les autres. Et certains ont même de très bonnes capacités pour le faire. Ils n'ont tout simplement pas d'envie ni d'intérêt à créer des relations. L'isolement social augmente les risques de dépression chez l'enfant, voire même de potentielles maladies cardiovasculaires. Il y a quand même deux points positifs dans ce début de vie du jeune Vincent. Il est proche de son frère et il prend des cours de dessin, une discipline pour laquelle il se découvre rapidement une passion. Cette enfance marquée par l'instabilité le poussera malheureusement à arrêter sa scolarité au milieu du collège. Il se sent seul, à la recherche d'un but. Et ce but, il va le trouver, lorsqu'il est envoyé à Londres pour travailler dans un magasin d'art. Mais c'est pas l'art qui va le motiver à ce point, non, c'est une femme. Et je vais vous la faire courte, il se prend un énorme rejet. Essuyant ce nouvel échec, il va être renvoyé chez lui, ce qui ne va pas arranger ses relations avec sa famille. Il s'enfermera à nouveau. La solitude peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale. Elle peut provoquer une dépression, de l'anxiété, des comportements autodestructeurs, des troubles du sommeil et même un risque de suicide. Mais on n'en est pas encore là. Vincent peut s'en sortir. Dans les années 1870, il devient religieux, puis il part vivre dans une région très pauvre de Belgique. Il donne énormément aux pauvres et le devient à son tour. Il finit dans un piteux état, tout le monde s'inquiète pour lui. Alors il est renvoyé de ce village pour sa santé et sa sécurité. Ce début de vie est compliqué, mais il fallait que je vous le raconte, pour comprendre comment cette histoire personnelle a influencé son art et sa chute mentale. Vincent continue de dessiner, il entre même aux Beaux-Arts de Bruxelles. On pourrait croire que tout va mieux, mais il se prend un nouveau rejet de la part d'une femme, sa cousine par alliance. C'en est trop pour lui, personne ne veut l'aimer. Il se renferme une nouvelle fois et pour essuyer ses peines, il se tourne vers les prostituées. Lorsque l'on souffre d'une carence affective, on a parfois tendance à multiplier les partenaires, non pas pour l'aspect sexuel, mais bien pour satisfaire le manque affectif. Malheureusement, ça ne fonctionne généralement pas. Van Gogh commence enfin la peinture, en plein air de l'impressionnisme. C'est un mouvement qui casse les codes, mon mouvement artistique préféré d'ailleurs. Le but est de représenter des paysages de manière subjective et de dépeindre au mieux les lumières. Van Gogh se rend dans le pays de l'art pour retrouver son frère. Bienvenue en France. Ce dernier le soutient énormément dans sa carrière artistique. Tout semble s'arranger, il n'est pas connu mais il s'épanouit. Mais comme vous le savez, après une montée en flèche, il y a souvent une chute. Elle commence par le rejet soudain de son art. Son style novateur est rejeté par la critique. Il est un artiste incompris, un échec et un marginal. Puis il y a l'abandon de Vincent par son frère Théo et son meilleur ami et colocataire Paul Gauguin. Il ne va pas bien du tout. Le syndrome d'abandon, c'est une réaction comportementale ou émotionnelle à une négligence sous forme d'abandon. C'est un traumatisme qui varie souvent d'une personne à l'autre, mais il inclut souvent la peur d'être abandonné, blessé ou négligé émotionnellement. Il peut survenir à n'importe quel moment de la vie, mais le sentiment de négligence, qu'il soit émotionnel ou physique, peut être profondément douloureux. La peur de l'abandon peut être due à un traumatisme dans l'enfance, ou des problèmes de santé mentale tels que le trouble de la personnalité borderline. On reviendra bientôt sur le trouble borderline, ne vous inquiétez pas. La réaction de Vincent suite à ses abandons répétés va être assez violente. Il choisit l'automutilation en se coupant l'oreille avec un rasoir devant son miroir. Cet acte est un cri de détresse. L'automutilation est souvent un moyen de faire retomber la pression accumulée, en raison de pensées et sentiments éprouvants. Ces pratiques soulagent temporairement de la douleur émotionnelle, mais elles ne résolvent pas les causes du mal-être.
Elle peut donc rapidement faire place à un sentiment de honte ou de culpabilité qui crée un cercle vicieux. La solution à cet événement marquant est radicale. Il décide de se faire interner dans un hôpital psychiatrique, ou plutôt un asile à l'époque. Là-bas, il développe son art et réalise certaines de ses meilleures toiles. C'est le début de son ère pointillisme. Dans ce mouvement artistique, on utilise plein de petites touches de couleurs plutôt que des mélanges. Malgré ce renouveau dans son art, ses conditions de vie sont néfastes à son bon développement. Il souffre de malnutrition, d'insomnie et n'est pas aidé par la surcharge de travail combinée à l'alcool. Sa santé mentale est en chute libre. C'est là qu'apparaissent ses troubles. Voici les hypothèses médicales et les diagnostics présumés. Il pourrait souffrir de porphyrie intermittente. Qu'est-ce que c'est? C'est un trouble génétique causé par des carences en enzymes. C'est des protéines qui jouent un rôle dans les réactions chimiques du corps. La porphyrie peut causer des vomissements, des douleurs abdominales ou dorsales, une faiblesse au niveau des bras ou des jambes, et des symptômes mentaux. On comprend donc mieux l'état physique de Van Gogh. Mais il aurait aussi possiblement une épilepsie du lobe temporal qui aurait pu conduire à l'empoisonnement. Ce n'est pas comme les crises d'épilepsie normales, c'est des crises qui arrivent dans le lobe temporal, qui est la zone où se situe la mémoire, le langage et l'émotivité. Il pourrait aussi avoir la maladie de Ménière qui cause des vertiges, une dépression et un trouble borderline ou bipolaire. Pour ces derniers, on va essayer d'analyser ces symptômes et comprendre de quoi il souffre. Vincent a expérimenté des changements d'humeur, de l'automutilation et des problèmes de sommeil et d'anxiété. Ces cycles de changement d'humeur étaient trop rapides pour être associés au trouble bipolaire. Alors, le trouble de la personnalité borderline a été proposé comme diagnostic. Son frère remarque dans une lettre à sa sœur comme deux personnes qui écriraient, l'une talentueuse et tendre et l'autre égoïste au cœur de pierre. Les deux argumenteraient chacun leur tour. Dans le trouble de la personnalité borderline, il y a un impact sur la manière dont la personne se sent, sur comment elle gère ses émotions, elle se perçoit elle-même et les autres. Donc les relations sont souvent instables. Ça pourrait expliquer certains comportements de Van Gogh, mais ça n'englobe pas tout. Il y a des périodes maniaques où il travaillait énormément et des périodes dépressives où il n'était pas productif du tout. Sauf peut-être pour une exception. Ça s'est produit un soir lorsqu'il était en pleine crise. Vincent a regardé par la fenêtre de sa chambre et le spectacle qu'il avait sous les yeux l'a ébloui. C'est ainsi qu'est née La Nuit étoilée. Mais pourquoi était-il en crise à ce moment-là? Eh bien, il y a deux symptômes dont je vous ai pas encore parlé, la psychose et les hallucinations. Les hallucinations, c'est tout simplement le fait d'entendre ou de voir des choses qui ne sont pas réelles. Quant à la psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Une personne qui ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas vit un épisode psychotique. Un premier épisode psychotique est souvent effrayant, déroutant et bouleversant. Environ 3 personnes sur 100 connaissent un épisode psychotique au moins une fois dans leur vie. Et tout ce dont je vous parle, ça a été documenté. Dans ses lettres à son frère, il parle d'hallucinations auditives, ce qui peut s'apparenter à la schizophrénie. Il y a aussi de la documentation concernant ces hallucinations visuelles. Elles ont également contribué à certaines de ses œuvres les plus excentriques. Cependant, ces épisodes de psychose étaient plutôt épisodiques que chroniques. Ces symptômes de schizophrénie ne remplissent donc pas complètement les critères de diagnostic. Il nous reste donc une dernière piste, le trouble schizoaffectif. Le mot schizo fait écho à la psychose. Elle fait référence à des symptômes comme les délires, les hallucinations, une désorganisation de la pensée et de la parole, ainsi que des comportements moteurs bizarres et inappropriés. Tout ça indique une perte de contact avec la réalité. Le mot affectif, quant à lui, fait référence aux émotions et aux humeurs de la personne. C'est donc un trouble qui joue sur ces deux plans-là. Et il y a beaucoup de chances que Van Gogh en soit atteint. Un diagnostic qui certes nous aiguille, mais qui à l'époque n'existait pas. Il a été reconnu seulement en 1933. Vincent est donc toujours en errance médicale. Il n'est pas traité et il refait une crise. Ce qui le conduit à déménager dans un petit village où il sera plus productif que jamais. Au sommet de son art, au plus bas mentalement. Et lors d'un soir de juillet 1890, il met fin à ses jours en se tirant une balle dans le cœur. C'est fini. Vincent Van Gogh n'est plus de ce monde. Le suicide est souvent la conséquence de troubles mentaux et de détresse émotionnelle non traitée. Il est souvent lié à des problèmes de stress importants et à des problèmes de santé complexes qui entraînent un sentiment d'impuissance et de désespoir. Mais avant cette fin tragique, il peint une dernière toile. La voici, Racine d'arbre, comme un retour à la terre, là où tout a commencé. Beaucoup de spéculations apparaissent ensuite après sa mort. Il est dit qu'il n'aurait physiquement pas pu peindre cette dernière toile s'il avait été dans un état de démence. On pense donc à une profonde détresse, un sentiment de tristesse et d'anxiété. D'autres pensent à un meurtre étant donné qu'il n'était psychologiquement pas en capacité de posséder une arme. Officiellement, le suicide restera l'explication de son décès. Théo, son frère, ainsi que sa femme, rassemblent ses toiles et font connaître Vincent au grand public. Van Gogh aura alors une reconnaissance posthume. Il est passé de fou à génie incompris. Et aujourd'hui, un musée à son nom perdure à Amsterdam.
C'est une fin plutôt poétique, mais une question subsiste. Quel est le lien entre les troubles mentaux et l'art? L'association entre troubles bipolaires et créativité est apparue pour la première fois en littérature dans les années 1970, donc bien après la mort de Van Gogh. Une étude a démontré que les personnes atteintes de troubles schizotypiques ont une meilleure activation du cortex préfrontal, ce qui accélère la création d'idées originales. Van Gogh est un artiste dont la souffrance mentale a influencé l'art. Mais ce n'est pas pour autant l'unique raison de son talent. Ce sont les années de travail qui l'ont amené jusque-là. La folie n'engendre donc pas forcément le génie, même si les deux restent très liés. Je vous pose donc la question, doit-on ou pas dissocier l'artiste de ses souffrances?